L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Il y a quelques jours, je vous ai demandé votre avis au sujet de la vidéo que je devrais présenter dans le mois de mai et l'une des demandes qui est ressortie est Millennium Blades. Alors, Millennium Blades est un jeu qui est un simulateur de CCG. Card Collectible Game. Imaginez-vous un jeu à la Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh!, Pokémon même, où est-ce que les joueurs doivent se déplacer dans une boutique physique pour acheter des boosters, des petits paquets de cartes et en ramasser plusieurs, essayer de se faire un paquet qui fonctionne bien ensemble, qui fait des combos ensemble et par la suite, une fois que son paquet est bien solide, une fois qu'il est content de ce qu'il a fait, eh bien, il va affronter d'autres joueurs, ils vont jouer au jeu. Alors là, ici, on a un simulateur de ça, c'est-à-dire que le jeu se passe en deux phases. Oui, il va y avoir la phase où est-ce qu'on va affronter les autres joueurs avec le paquet qu'on a récupéré, mais il y a aussi une simulation de joueurs qui se déplacent dans une boutique physique ou dans une boutique de seconde main pour aller acheter des boosters de cartes et essayer de les ramasser pour ensuite créer son paquet de cartes, pour ensuite aller affronter d'autres joueurs dans un tournoi et peut-être remporter la partie. Bon, c'est plus ou moins clair comme ça, mais vous allez voir, Millennium Blades est un jeu totalement rafraîchissant, totalement original. On regarde ensemble les règles, alors vous allez voir, c'est assez long quand même de couvrir les règles de ce jeu-là. Si vous le désirez, vous pouvez sauter directement à ma critique à la fin de la vidéo. Les notes concernant le moment auquel vous devez bondir est dans la description de la vidéo. On regarde ça. Au début de la partie, les joueurs auront plusieurs choix à faire. Le premier d'entre eux est le choix de leur paquet de cartes de départ. On a 6 paquets de disponibles. Les joueurs à tour de rôle vont sélectionner un paquet qu'ils vont récupérer. Par la suite, ils pourront récupérer l'un des 6 personnages disponibles. Si les joueurs décident de jouer avec les pouvoirs, ils peuvent lire chacun des côtés de ces cartes afin de connaître ce que ces personnages leur offrent. S'ils décident de ne pas jouer avec les pouvoirs, pas de problème, ils peuvent quand même récupérer un personnage, vont à ce moment récupérer toutes les cartes Friendship, les cartes Amitié qui sont liées à ce personnage. Les joueurs vont alors commencer la partie avec leur paquet de cartes de départ qui est composé de plusieurs cartes qui leur seront uniques en cours de partie. Une carte personnage qui va leur offrir un pouvoir unique pour la phase de deck building et un pouvoir pour la phase de tournoi. 6 cartes amitié, 3 ou 4 marqueurs de vente selon le nombre de joueurs, ainsi que 3 marqueurs pour garder le compte de leurs points pendant la phase de tournoi. D'un commun accord, les joueurs devront maintenant créer la boutique ou plutôt les cartes qui seront disponibles pendant la partie. Alors pour chacune des catégories que je vais vous montrer, il y aura un certain nombre de paquets de cartes à sélectionner. Nous avons ici les paquets expansion. Alors les joueurs doivent en sélectionner 5, se mettre d'accord et les récupérer. Tous les autres paquets qui n'auront pas été choisis retournent dans la boîte. Nous avons ensuite la catégorie des cartes premium. Alors les premium packs, les joueurs devront encore une fois d'un commun accord ou au hasard en sélectionner 4 parmi tous ceux qui sont disponibles. Les autres retournent dans la boîte. Nous avons aussi les Master Packs. Donc nous avons 8 paquets disponibles. Les joueurs en sélectionnent 3 qu'ils mettent de côté, les autres paquets retournent dans la boîte. Nous avons ensuite cet immense paquet de 118 cartes qui représente le pack standard ou de base, auquel nous allons ajouter tous les paquets d'extension que nous avons sélectionnés, les paquets premium et les paquets master. Par la suite, vous allez donner tout ça au joueur le plus expérimenté pour le brassage de cartes et ce sera sa responsabilité de tout mélanger afin que le tout soit le plus homogène possible. Et pendant que notre compagnon s'affaire à brasser les cartes, nos choix ne sont pas terminés. Nous avons maintenant 3 catégories de cartes promotionnelles. Les or, les argent et les cartes bronze. Alors les joueurs vont devoir sélectionner une catégorie, un paquet de cartes dans les promotionnels.
or, 2 dans les argent et 2 dans les bronzes. Toutes les autres cartes retournent dans la boîte. Par la suite, les joueurs vont consulter les paquets qu'ils ont récupérés, vont en choisir en fait un de chaque catégorie, donc un argent, un or et un bronze qui vont s'en aller sur le plateau de jeu un peu plus tard. Et les 2 paquets restants, donc le paquet bronze et le paquet argent restant, vont être mis de côté, serviront comme récompense à la fin des tournois. Alors une fois que ça c'est fait, eh bien là je vous donne un aperçu global de la mise en place. Il me reste quelques petits trucs à vous expliquer. Entre autres, sur ce plateau ici, nous avons 2 paquets de cartes dont je ne vous ai pas encore parlé. Ce sont les paquets de type metagame. Ce seront des objectifs facultatifs que les joueurs pourront essayer d'atteindre à chaque tour en fait. Alors dès la première phase de deck building, nous allons retourner l'une de ces cartes. Il y a un paquet qui est composé des éléments et l'autre paquet qui est composé des types de cartes. Alors au début de la première phase de deck building, on dévoile la première carte élément et ça nous informe que dans ce tour, les cartes de type lumière vont nous rapporter des points bonus au terme du premier tournoi. Et un peu plus tard, nous allons dévoiler la carte pour les types. Même principe, les cartes de type citoyen vont nous rapporter des points au terme du tournoi. Alors, il y a la possibilité de combiner les éléments et les types pour faire un total de 30 points possiblement à la fin du tournoi. On a aussi les joueurs qui vont commencer avec 30 Millennium Box. Alors, de l'argent en papier qui a soigneusement été mis ensemble et assemblé avec des petits autocollants, comme vous voyez, avant la première partie. Donc, beaucoup de temps à ce niveau. On a des petits jetons ici pour augmenter la valeur des étoiles. Les plateaux personnels qui sont recto-verso pour les joueurs. Au début de la partie, on le place du côté de deck building. On a tout plein d'aides-mémoire sur ce plateau. Les joueurs vont avoir leur paquet de cartes de départ, leur personnage avec le côté deck building qui est face visible, tout ce qu'on a nommé tout à l'heure. Et ici, nous avons le marché principal. Alors, on a notre immense paquet de cartes qui a soigneusement été brassé. Nous avons rempli chacun des emplacements, des 9 emplacements qui étaient disponibles juste ici. Ça représente en fait les paquets qui sont disponibles à l'achat et celui du dessus juste ici est toujours disponible également. Alors, les joueurs ont toujours accès à au moins 10 cartes différentes. Nous avons les paquets promotionnels bronze, argent et or que nous avons sélectionnés qui sont disponibles ici, qu'on va pouvoir aller chercher. Et finalement, les paquets promotionnels bronze et argent pour les prix de certains tournois qui ont été mis à l'écart. Avant de commencer la partie, les joueurs vont pouvoir commencer avec des cartes du paquet juste ici qui vont pouvoir leur... en fait, je ne sais pas si vous le voyez très bien, là, il est tellement haut, qui vont pouvoir ajouter à leur main, en plus de leur carte de départ qu'ils vont avoir préalablement consultée. Alors, on distribue 3 cartes aléatoires à tous les joueurs. Vous voyez donc qu'il est possible que ces cartes soient des cartes de base, mais il est également possible que ce soit des cartes des extensions, des masters ou des premiums. Les joueurs vont consulter secrètement ces cartes et vont les ajouter à celles qu'ils possèdent déjà. Une fois que ce sera fait, les joueurs vont passer probablement quelques minutes à lire ces cartes-là. Donc, je vous explique ce qu'on retrouve sur une carte. En cours de partie, vous allez voir passer des tonnes et des tonnes de cartes différentes dans vos mains. Cependant, il n'existe que 3 types de cartes différents. Les singles, les deck box et les accessories ou les accessoires. Alors, les singles sont des cartes créatures, personnages que vous allez pouvoir mettre en jeu lors de la phase de tournoi, mais que vous pourriez aussi utiliser pour leurs éléments, leurs types, afin de compléter en fait les objectifs de metagame qui vous ont été proposés ou pour composer des collections dont nous allons parler un peu plus tard. Ces cartes ont aussi donc plusieurs symboles qui vont vous être utiles pour différentes choses, mais aussi des habiletés qui leur sont propres.
Donc, s'il y a un coup qui est représenté par l'étoile ici, c'est autant leur coup que leur puissance de frappe lorsqu'ils sont mis en jeu pour affronter d'autres cartes. Nous avons les deck box. Alors, il y a certaines règles lorsqu'on passe en mode tournoi concernant ces différents types de cartes. Je vous en parlerai un peu plus tard. Les deck box vont toujours vous donner une habilité particulière en plus de certains symboles. Alors, c'est important de bien les lire et d'en choisir une qui va correspondre au type de jeu que vous voulez construire. Et finalement, nous avons les accessoires. Encore une fois, il y a un certain nombre d'accessoires que vous pouvez transporter avec vous en tournoi et ces accessoires-là sont très variés, vont vous donner toutes sortes de pouvoirs, d'habilités que vous pourrez utiliser dans différents contextes. Alors, ce que je viens de vous montrer était la face des 3 cartes. Maintenant, je vous montre l'endos de 3 cartes différentes afin de vous donner, de vous dire en fait quelles informations on y retrouve. Toujours dans le coin supérieur, on retrouve le coût de la carte. Si on décide de l'acheter ou de la vendre, ça va nous coûter ce montant-là, 4, 6 ou 4 présentement, pour l'acquérir ou pour la vendre. Nous avons à gauche de chaque carte tous les types qu'il est possible de rencontrer dans ce type de paquet précisément. Alors, le paquet d'extension de Super Plumber Bros peut comporter des cartes de type soldat, des cartes de type animal ou des cartes de type citoyen. Et de l'autre côté, nous avons les types non pas les types, pardon, les éléments qu'on peut retrouver dans ce paquet précisément. Alors, il est possible d'avoir des éléments d'air, de feu, de lumière, de la terre et d'eau. Alors, si on retourne cette carte, normalement, on devrait retrouver les éléments qui étaient possibles à l'endos, dans ce cas-ci, la terre et animal. En effet, c'était 2 possibilités qu'il était possible d'obtenir avec cette carte. Alors présentement, si on regarde ce paquet précisément, on est assuré, peu importe la carte qui est disponible dans le marché, que cette carte-là soit de type mage. Et si on vérifie, eh bien oui, on voit cette information qui se trouve également sur la face de la carte. Alors, ça peut nous aider grandement lorsqu'on hésite entre acheter telle carte ou une autre. Si ce sont les symboles qui nous intéressent, que ce soit les éléments ou les types, il est important de consulter l'endos du paquet avant d'en faire l'acquisition. L'objectif ultime de Millennium Blades est de marquer le plus de points de victoire au terme d'une série de tournois. La partie va être divisée, règle générale, si vous jouez à plus de 2 joueurs, en 3 manches. Chaque manche sera divisée en 2 phases. La première phase, on commence toujours avec celle-là, c'est la phase de deck building, dans laquelle les joueurs vont simultanément, tout le monde en même temps, et c'est une phase qui est en temps réel. Alors il y aura un chronomètre de 7 minutes, puis une autre partie, un autre chronomètre de 7 minutes et finalement un 6 minutes final pour effectuer quelques petites modifications. Et dans ces 3 parties-là qui sont chronométrées, les joueurs vont frénétiquement aller vendre des cartes dans l'aftermarket, vont aller récupérer, acheter des cartes qui sont ici, vont en fusionner afin d'aller chercher des cartes promotionnelles, vont essayer de créer devant eux le meilleur paquet de cartes possible, le meilleur deck pour se préparer au tournoi. Alors, lorsqu'on commence une phase de deck building, les joueurs récupèrent, comme je le disais tout à l'heure, l'argent au début de la phase de deck building, donc 30 Millennium $, et par la suite, tous les joueurs vont récupérer 6 cartes supplémentaires dessus du paquet qui est juste ici. Alors, on se souvient que tout le monde a commencé avec un paquet de départ, 3 cartes aléatoires au début de la partie. Donc, pour l'instant, on en a 12. On ajoute à ça 6 cartes du dessus du paquet. Alors, tous les joueurs vont commencer avec 18 cartes en main. Il y a quelques petites exceptions là, avec des personnages qui ont des pouvoirs particuliers pour commencer la phase de deck building ou le début de la partie avec des cartes supplémentaires. Et une fois que tout le monde aura fait la lecture de ces cartes, ou en fait immédiatement après, selon ce que les joueurs conviennent ensemble, on peut débuter la phase de deck building.
Et si on plongeait maintenant dans le cœur du jeu? Alors, lors de la première phase deck building, une fois qu'on a fait tout ce que j'ai dit, on dévoile la carte méta d'éléments. Alors, on sait que lors du tournoi qui aura lieu dans la phase suivante, tous les joueurs qui vont réussir au terme du tournoi à avoir une carte de type d'élément lumière qui est encore en jeu vont marquer 15 points. Et pour l'instant, on ignore encore de quel type on recherche. Alors, lorsque tout le monde est prêt, on lance le chronomètre de 7 minutes et là, tout le monde, simultanément, peut procéder à ses actions. Alors, les actions qui sont possibles, évidemment, normalement, on ne met pas le chronomètre en plein milieu du plateau central, mais je voulais que tout soit rassemblé à la même place pour que vous puissiez voir un peu tout ce qui se passe. Alors, les joueurs peuvent acheter les cartes dans le magasin qui est juste ici. Alors, il y a toujours 10 cartes qui sont disponibles, les 9 qui sont ici et celle du dessus du paquet. Lorsqu'on veut acheter une carte, c'est bien simple. Toutes les cartes que vous voyez, ce sont l'endo qu'on voit. Alors ça représente en fait un booster pack, un pack d'extension. Et ça, c'est la catégorie, si on veut, c'est le nom de ce booster-là exactement. Et à chaque fois qu'on ouvre un booster, les adeptes de jeux de cartes à collectionner savent de quoi je vais parler. À chaque fois qu'on ouvre un booster, on passe à travers les cartes très rapidement pour trouver la carte rare. Alors, la carte qu'on va récupérer, lorsqu'on la retourne, cette carte-là représente la carte rare qu'il y aurait dans notre booster. Alors, lorsqu'on veut récupérer une carte, il faut payer le coût qui est illustré dans le coin de celle-ci. Alors, 4$ pour celle-là, 5 pour celle-ci, parfois 6, parfois 3. Toutes les cartes de base ont une valeur de 3. Parfois, ce sont des cartes qui sont assez nulles, mais parfois, on peut avoir d'agréables surprises pour le prix qu'on les a payées. Alors, si l'une de ces cartes m'intéresse, évidemment, pour savoir qu'est-ce qui m'intéresse, au début, peut-être qu'en ayant consulté le gros paquet de cartes qui était à ma disposition, je vais pouvoir me faire une petite stratégie, essayer de voir y a-t-il des cartes que je voudrais essayer de mettre ensemble, faire un combo qui pourrait être intéressant. Sinon, je peux regarder aussi l'élément qui est demandé pour ce tournoi-ci, c'est l'élément de lumière. Alors, je peux regarder, est-ce qu'il y a dans ces cartes-là des cartes qui ont des possibilités d'avoir des éléments de lumière. Alors oui, celle-ci, si j'en ai pas dans mon paquet, ça peut être une option pour moi de dire, bon, je vais aller l'acheter. Alors, je dépense un gros 5 à la banque, je récupère 1, je ramasse la carte. Et aussitôt que je ramasse la carte, je dois, c'est ma responsabilité, en remettre une nouvelle. Et maintenant, il y a une nouvelle carte qui est rendue disponible. Le joueur qui a retourné la carte sur le dessus a toujours la priorité s'il veut également acheter celle qu'on vient de retourner. Alors cette carte maintenant, je peux la consulter, je peux regarder, bon, c'est de type soldat, mais il n'y a pas l'élément lumière que je recherchais. Alors ça s'en va dans mon binder, dans mon cartable de cartes, et je peux maintenant consulter tout ça, regarder, bon, alors j'ai toujours celle-là qui pourrait m'être utile à la place, que je pourrais garder pour le tournoi. Alors ça, c'est comment on peut acheter des cartes. Évidemment, votre argent va baisser assez vite. Alors, il est possible que vous vouliez en vendre. Alors, les cartes que vous voudrez voir disparaître de vos mains, vous pourrez les vendre au aftermarket, le marché en fait de seconde main. Alors, lorsqu'on vend une carte au aftermarket, on la place face visible. Alors, tout le monde sait de quoi cette carte, de quoi il s'agit. Je place mon marqueur de vente dessus pour indiquer que c'est moi qui l'ai vendu et je vais récupérer le nombre d'argent correspondant à sa valeur étoilée, dans ce cas-ci 7. Alors ça s'ajoute à mes avoirs. Et je ne peux pas acheter plus, dans ce cas-ci, de 3 cartes. En fait, je ne peux pas vendre plus de 3 cartes. Alors lorsque j'aurais vendu ceci par exemple, j'aurais récupéré l'argent. Impossible pour moi de vendre encore tant et aussi longtemps que, et c'est la prochaine action dont je vais vous parler, un autre joueur n'a pas acheté mes cartes. Alors peut-être qu'un autre joueur autour de la table va dire « Wow, c'est exactement le type de carte qu'il me fallait. » À ce moment-là, il va payer 7 Millennium Box à la banque. Alors il n'y a jamais d'échange d'argent vraiment entre les joueurs. Il va me redonner mon petit marqueur. Alors maintenant, je vais pouvoir faire une vente supplémentaire et il va récupérer la carte que j'ai mise sur le marché.
Alors je disais, il n'y a pas vraiment d'échange d'argent entre les joueurs. C'est vrai et c'est faux à la fois. Il est possible qu'il n'y ait rien d'intéressant ici ou qu'on n'ait pas vraiment le désir de pousser notre chance pour aller voir qu'est-ce qui se trouve au magasin, qu'il n'y a rien d'intéressant au aftermarket. Peut-être qu'on va vouloir faire affaire avec les autres joueurs. Alors moi, je peux dire, bon ben, selon les cartes que j'ai, il me faudrait absolument une carte de valeur 6 et de type mage, de type citoyen. Est-ce que quelqu'un a ça? Fait que là, quelqu'un pourrait me dire, oui, moi j'ai une carte citoyen à te vendre, elle a une valeur de 6. Alors si moi, je veux la carte, il peut me dire exactement de quoi il s'agit. Si ça m'intéresse, ou il peut garder ça secret aussi, je dois absolument égaliser sa valeur étoilée. Alors je pourrais lui dire, bon, eh bien, je vais te donner en échange une carte de valeur 4, et la différence, je vais la pallier avec 2 Millennium Bucks. Alors on passe de 4, 5, 6, on fait un échange comme ça, c'est donnant-donnant. Mais il est possible aussi que mon adversaire sache que cette carte-là, si je l'ai en ma possession, ça va m'avantager grandement. Alors en plus d'égaliser la valeur de la carte, je peux ajouter une carte amitié, une carte friendship. Ça, c'est carrément des points de victoire assurés pour l'autre joueur en fin de partie. Alors, il peut m'exiger la valeur de la carte, ça c'est normal, et 1 point de victoire, 2 points de victoire, et peut-être même 3 s'il sait que la carte, j'en ai absolument et je suis absolument besoin et je suis désespéré. Et finalement, la dernière action qu'il est possible d'effectuer dans la phase de deck building, c'est la fusion de cartes. Alors c'est comme ça qu'on va aller chercher des cartes promotionnelles qui sont vraiment très intéressantes, très puissantes aussi généralement, et ça nous permet de nous débarrasser de plusieurs cartes dont on ne veut pas se servir. Alors si je veux une carte promotionnelle bronze, je vais devoir défausser 5 cartes qui seront retirées de la partie et je vais tout simplement aller récupérer une carte que je vais pouvoir ajouter à mon paquet. Si j'en veux une de type or, je devrais me débarrasser de 9 cartes hors de la partie et j'en récupère une. Alors ces cartes-là peuvent être très puissantes, comme parfois elles ne peuvent nous avantager du tout. Une fois que le chronomètre arrive à 0, on arrête la première phase de deck building. Lorsque le premier 7 minutes tire à sa fin, on remet un chronomètre 7 minutes en place, on retourne la carte méta de type, on se rend compte maintenant qu'on va vouloir des éléments de lumière, des types citoyens. Tous les joueurs vont récupérer un nouveau 6 cartes du dessus du paquet, ça va s'ajouter aux cartes qu'ils ont en main. Par la suite, on lance le chronomètre et c'est reparti pour une autre phase de deck building qui fonctionne de la même façon. On peut encore une fois acheter des cartes, en acheter dans le marché de seconde main, en vendre, parce que probablement qu'à ce stade du jeu, il nous restera beaucoup moins d'argent. On peut encore échanger entre les joueurs, on peut encore fusionner les cartes. Et pendant cette phase, on va vouloir peut-être mettre un peu plus l'emphase sur le tournoi qui s'approche. Alors on va vouloir essayer de consulter nos cartes, de voir les possibilités, les combos possibles qu'il y a entre elles. On va essayer de limiter aussi, là, parce qu'à un certain stade, on va avoir plus d'une vingtaine de cartes en main et il y a un nombre limité de cartes qu'on peut apporter avec nous au tournoi. Alors on va essayer de limiter, essayer de sélectionner certaines cartes qu'on veut apporter avec nous au tournoi, mais une autre chose qui est à prendre en considération, ce sont les collections. Alors il y a certaines cartes qu'on voudra mettre de côté pour préparer une collection. Donc à travers toutes ces actions et à travers le temps qui défile, à travers les cris des autres joueurs qui ont peur de ne pas y arriver, on devra à la fois prévoir un paquet de cartes pour le tournoi, en plus d'une collection de cartes. Ces cartes seront sacrifiées à la fin de la phase deck building, on ne pourra pas les réutiliser, mais ils vont nous apporter des précieux points de victoire directement. Alors, à travers toutes les cartes qu'on va récupérer, peut-être qu'on voudra en mettre de côté pour les placer dans notre collection. La façon que ça fonctionne, c'est que le nombre de cartes que je garde pour ma collection doit partager soit un type ou un élément commun. Alors, présentement, ici, mes types sont tous différents, mais c'est pas grave parce que toutes mes cartes sont d'éléments hauts. Alors, le premier critère est respecté. Le deuxième critère, c'est que leur valeur étoilée doit être différente. C'est pas grave s'il me manque un nombre, un chiffre, ça n'a pas nécessairement à se suivre pourvu que les valeurs soient différentes et que soit l'élément ou le type soit commun partout. Et finalement, une fois que le chronomètre arrive à 0, donc là c'était le deuxième chronomètre de 7 minutes qu'on avait mis en place, on
On en prépare un dernier de 6 minutes cette fois-ci où le marché de seconde main, l'aftermarket, est fermé. Alors, impossible pour les joueurs de vendre des cartes ici. On peut tout de même en acheter, celles qui restent disponibles, mais on ne peut plus en vendre. Alors, on espère que vous aurez gardé un peu d'argent ou une façon d'aller en récupérer autrement. Alors, il est possible d'aller récupérer des cartes au magasin comme d'habitude, de faire la fusion de cartes, mais cette partie-là de 6 minutes est surtout nécessaire pour prévoir les derniers ajustements dans vos paquets et dans votre collection avant de passer au tournoi. Alors, une fois que le chronomètre, le dernier de 6 minutes, tombe à 0, la phase de deck building est terminée et on se prépare pour le premier tournoi. Une fois que la phase de tournoi est commencée, on retourne le pouvoir de notre personnage du côté tournoi. Alors, encore une fois, je vais faire comme s'il n'y avait rien de particulier, mais parfois, ça vaut la peine de le lire parce qu'il y a certains avantages au pouvoir particulier, des contournements de règles qu'il est possible de faire. Et ce qu'on devra faire, c'est premièrement regarder les collections de tout le monde. Alors, présentement ici, j'ai 4 cartes qui respectent les conditions. 4 cartes, 1, 2, 3, 4, ça me donne 7 points de victoire pour le premier rang de la collection. Alors, je viendrai l'inscrire tout simplement ici, 7 points de victoire. Ces cartes-là sont retirées de la partie. Elles ne reviendront plus jamais. Ici, dans le binder, dans le cartable, se trouvent toutes les cartes que j'ai décidé de ne pas utiliser pour le premier tournoi, mais que je désire garder pour la prochaine manche. Alors, toutes ces cartes-là qui pourraient m'être utiles, je ne sais pas encore qu'est-ce que je veux faire avec elles, je les garde dans mon binder. Et ici, dans mon deck area, j'ai les cartes que je veux utiliser dans le tournoi. Il y a certaines règles à respecter. On ne peut avoir au maximum dans notre deck area 2 accessoires, un deck box et au maximum 8 cartes single. Alors dans le tournoi, on jouera 6 cartes single, mais on peut en amener 2 de plus, 2 supplémentaires pour nous donner un peu de flexibilité. Une fois que tout le monde est prêt, en fait, normalement, à la fin du 6 minutes, lorsque le chronomètre arrive à 0, il faut que tout le monde ait divisé son cartable, sa préparation pour le tournoi et sa collection. Évidemment, on peut accorder un petit 30 secondes, un petit délai aux personnes qui ont besoin de quelques instants pour mettre un peu d'ordre là-dedans, mais normalement, on a eu un bon 20 minutes pour tout préparer. Une fois que tout ça c'est prêt, on déplace notre binder, on garde ça de côté et on retourne notre plateau. On est prêt à procéder au premier tournoi. Avant de commencer la phase de tournoi, tous les joueurs vont mettre en jeu les accessoires qu'ils décident d'utiliser pour ce tournoi-ci, ainsi que leur deck box. On va placer nos marqueurs à 0 centaine, 0 dizaine, 0 unité. Et au terme du tournoi, on va marquer des points de réputation, si on veut. Alors, ce ne sont pas des points de victoire. Si je termine le tournoi avec 132 points de réputation, je ne marquerai pas 132 points de victoire. Ça va tout simplement dépendre de à quel pointage, ou plutôt comparativement aux autres joueurs, est-ce que je suis celui qui a le mieux performé? Est-ce que j'ai terminé en première place, deuxième place, troisième place? Alors, selon mon classement, je vais marquer un nombre de points de victoire précis. Mais évidemment, tout le monde commence à 0. Et un joueur après l'autre, on va consulter les cartes qu'on a décidé d'apporter au tournoi et on va les mettre en jeu dans notre petit tableau ici, toujours de la gauche vers la droite. Comme l'indique cette jolie flèche. Lorsqu'on joue une carte, on regarde les habiletés de celle-ci. Il y en a plusieurs. Alors, je ne regarderai pas chacune de ces habiletés avec vous, mais vous pouvez déduire que l'action play, alors c'est lorsqu'on joue la carte, on fait l'action correspondante. Alors dans ce cas-ci, je marque 5 points de réputation. Et voilà, c'est terminé. Alors évidemment, là ce serait à l'autre joueur. Je peux, si je le désire, effectuer une action pendant mon tour après avoir joué une carte. Alors, j'ai ici mon deck box qui me donne une action. J'ai mon accessoire ici qui me donne une action. Mon autre accessoire me donne un choix d'action et la carte que je viens de jouer m'en donne une autre. Alors, je peux jouer une carte, faire l'effet qui est écrit sur celle-ci et effectuer une action facultative si ça me tente. Et là, tout le monde va jouer une carte. Par la suite, je vais en jouer une.
dans l'emplacement le plus à la droite maintenant. Alors là, il y a un effet Next qui m'indique que la prochaine carte que je vais jouer juste ici, cet effet-là va s'appliquer sur celle-ci. Alors si ça me tente, je peux effectuer une action encore une fois. Tout le monde joue. Je place une autre carte. Ongoing. Alors c'est un pouvoir qui est passif. Tant et aussi longtemps que la condition sera respectée, je vais marquer soit les points ou les bonus qui sont indiqués sur cette carte. Alors on continue comme ça. Score. C'est une habilité qui va avoir lieu au terme du tournoi si ma carte est toujours face visible. Alors, on continue, on continue, on continue. Il y a aussi des habilités qui nous permettent de copier l'habilité d'une autre carte. Là, pour l'instant, ça a l'air bien amical et tout ça. Il y a des habilités qu'on appelle clash. Ce sont des actions. Lorsqu'on clash avec un autre joueur, si on prend par exemple cette situation, alors si j'avais joué comme ceci et que j'avais décidé de placer ma carte juste ici et de faire l'option, l'habilité, en fait l'action clash, c'est que je choisis un autre joueur et je vais combattre avec la carte de ce joueur qui est également la carte active. Alors la carte active, c'est la carte la plus à droite qui est face visible. Dans ce cas-ci, c'est celle-là. Alors, imaginons qu'un autre joueur, ce soit celle-ci qui a une puissance. Alors, la valeur étoilée, c'est également la puissance des cartes de 1. Alors, je décide de clasher contre cette carte-là. Présentement, mon pouvoir est supérieur à celle-ci. Mais c'est là qu'il y a un petit aspect de chance, parce que pour réussir le clash, les deux joueurs concernés vont devoir piocher une carte du dessus du paquet du magasin, du store. Alors, imaginons que là, il y a un clash, ça c'est l'autre joueur, ça c'est la carte que je viens de jouer, j'ai fait l'action clash. Pour l'instant, je remporte la partie. Je vais ajouter la valeur de la carte que je viens de piocher, je ne la garde pas. Je vais la défausser par la suite. Donc là, je suis rendu à 5. L'autre joueur en dévoile une. Il est également rendu à 5. Égalité. Il n'y a rien qui se passe présentement, à moins que la carte indique l'inverse. Alors, il y a des habiletés clash qui vont nous récompenser si on gagne le combat. Il y en a d'autres qui vont nous récompenser si on le perd, si on est à égalité. Il y a des habiletés qui vont nous permettre de retourner la carte de l'adversaire. Alors, celle-ci n'est plus utile, ne compte plus pour quoi que ce soit. On perd les icônes qui sont sur celle-ci, on perd les pouvoirs et tout ça. Alors, il y a vraiment un paquet d'habilités, d'actions différentes. Il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs, beaucoup de coups bas. Les couteaux volent bas dans ce jeu. Et ce qu'on a prévu dans notre tableau peut carrément changer. C'est pourquoi on va pouvoir apporter quelques cartes supplémentaires qui vont nous permettre un peu de flexibilité si les choses tournent mal. Une fois que tous les joueurs ont rempli leur tableau et qu'on ne peut plus jouer de cartes, on regarde les points de réputation qu'on a accumulés lors de la construction de notre tableau et on va ajouter à cela les habilités score. Alors on regarde les cartes qu'on a qui sont face visible. Alors cette carte ici présentement elle ne compte absolument pour rien. Elle compte pour une carte et c'est tout. Et on va ajouter certains points. Alors si j'ai des habilités qui me permettent de récupérer environ une vingtaine de points, on va les additionner. Également, lors du décompte de la fin de tournoi, évidemment, on doit consulter les cartes méta qui ont été dévoilées. On regarde si les joueurs ont au moins l'un de ces éléments ou titres sur les cartes qui sont face visible dans leur tableau. Alors présentement, j'en ai une ici qui est de type citoyen et une ici qui est d'élément lumière. Ça me marquerait 30 points de réputation supplémentaires lors du décompte. Si j'en avais eu seulement l'une des deux, j'aurais eu 15 points de réputation supplémentaires. Par la suite, on va comparer les points. Alors moi, j'ai terminé avec 146, peut-être que mon adversaire avec 182 et l'autre adversaire avec 92. Alors, on va consulter ensuite le joli petit tableau qui est juste ici pour savoir, OK, celui qui est en première place, qu'est-ce qu'il va récupérer? Celui qui est en deuxième, en troisième, etc. Alors, si j'ai terminé deuxième avec mon pointage de points de réputation, je vais marquer, puisqu'on est au premier round, 15 points de victoire que je vais aller noter sur mon petit pad de feuilles. Et tous les participants au tournoi vont aller récupérer une carte, soit une carte bronze ou une carte promotionnelle argent, selon le round auquel on est rendu. Alors ça, c'est les paquets qu'on avait mis de côté au début de la partie lors de la mise en place. On va en piocher une aléatoire. Alors si on est dans le premier round, ça serait une carte bronze
aléatoires. Ça va s'ajouter à notre binder. On va récupérer toutes les cartes qui ont été jouées. Alors, ce sera possible pour nous de les réutiliser lors du prochain tournoi si on désire, ou peut-être d'améliorer notre paquet de cartes. Et on se prépare maintenant pour la deuxième phase de deck building. On retourne notre paquet juste ici et finalement, on replace le tout comme on l'a fait précédemment. Et finalement, au terme du premier, du deuxième et du troisième et dernier tournoi, on cumule tous les points de victoire et celui avec le plus grand nombre de points est déclaré grand vainqueur. Alors, je tiens d'abord à vous demander pardon pour les petites défectuosités, problèmes techniques avec mon micro dans les dernières minutes de la section des règles. J'espère que ça ne vous aura pas empêché d'être attentif et d'obtenir les informations nécessaires pour juger si c'est un jeu qui vous intéresse ou non. Alors, de mon côté, qu'est-ce que je pense de Millennium Blades? Comme vous avez pu le constater, c'est un jeu qui offre beaucoup, que ce soit du côté matériel ou du côté expérience de jeu. On retrouve plein de choses dans cette boîte-là. Et ne serait-ce que les cartes, c'est incroyable. Je pense qu'il y a environ 970 cartes dans cette boîte, dans le jeu de base. Alors, si vous avez la chance de mettre la main sur la version Kickstarter avec toutes les cartes ajoutées, les cartes promo, si vous avez la chance de mettre la main sur l'extension Set Rotation, qui ajoute encore une fois tout un lot de cartes, la possibilité de jouer en solo également, si je ne m'abuse. On dépasse là, les 1300 et peut-être même plus cartes et ça vient d'exploser le facteur de rejouabilité qui déjà avec seulement le jeu de base est pratiquement infini. Là. À chaque fois qu'on fait une mise en place, on va mettre ensemble différents paquets. D'une partie à l'autre, on va pouvoir en mettre de nouveau. Et c'est pas tout parce qu'on passe pas à travers toutes les cartes, peu importe combien on est de joueurs autour de la table. Et même si on passait tout à travers, peut-être qu'il y a des cartes qui ne m'intéresseront pas parce que le type de méta qui est demandé, c'est pas celui-là. Peut-être que parce que présentement, je suis en train de me faire un paquet où je veux me spécialiser sur le scoring à la fin du tournoi. Alors, les cartes que je vois passer pour cette partie ne m'intéressent pas. Mais plus tard, je peux décider de préparer un deck de cartes qui focus sur une autre habilité ou sur un autre aspect du jeu. Alors franchement, là, c'est de la rejouabilité comme on n'en voit plus aujourd'hui dans la plupart des jeux de société, là, avec tout cet aspect de différents paquets de cartes qu'on met ensemble. Moi, ça m'excite au plus haut point. À chaque fois que je m'apprête à faire la mise en place, je me dis, OK, aujourd'hui, on essaye des nouveaux paquets, là, des paquets que j'ai jamais essayés, puis là, j'ai hâte de les découvrir. Et au terme de la partie, on dirait que j'ai même pas assimilé le quart des cartes qui me sont passées entre les mains parce que parfois le temps nous presse et on fait juste regarder les symboles sur la carte ou seulement l'habilité, puis si ça fait pas notre affaire, on la vend, on va en chercher d'autres. Il y a même sur chaque carte une petite section dans le bas de lore text, là, comment on appelle ça en français, du flavor text, là, une petite phrase thématique avec chacune des cartes qui sont toutes très très drôles, qui sont toutes très intéressantes. On n'a même pas le temps de les lire, tellement on est pressé dans ce jeu. Alors voilà pour les cartes. Le matériel en général est bien. C'est pas une production qui est incroyable, mais je crois que de toute façon, c'est un jeu qui est très 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 méta. Alors c'est-à-dire qu'on s'élève comme à l'extérieur de la thématique ou de l'univers du jeu. On joue à un jeu dans lequel on joue à un jeu. C'est comme on prend vraiment du recul, un peu comme le film Inception en fait. Alors la production du jeu n'a pas à être exceptionnelle parce que les plateaux de jeu sont assez standards. Il n'y a rien d'excitant, ne serait-ce que sur la couverture. L'épaisseur est assez mince aussi, c'est de l'épaisseur des plateaux de jeu de Castles of Burgundy, je dirais, des châteaux de Bourgogne. Alors rien d'excitant à ce niveau-là. L'argent en papier, il y en a qui sont pas fans de ça, dont moi le premier. Et
Et j'ai bien aimé, en fait, dans les règles, on nous suggère fortement de former des liasses, comme ceci, avec les autocollants qui sont fournis. Il nous est expliqué que si on veut, on peut y aller aussi avec un billet individuel à la fois. Mais franchement, si on les met en liasse comme ça, il y en a amplement pour jouer une partie à 4 joueurs. Et il y a un feeling, il y a un sentiment imprégnant, engageant à prendre nos liasses d'argent comme ça, puis aller tirer sur la table pour aller récupérer une carte. C'est satisfaisant là, de ramasser ça, puis de te dire, tiens, mets ça là, puis je récupère la carte que j'ai besoin. C'est stupide, mais il y a quelque chose d'inexplicable à ce feeling-là de ramasser l'argent, de le manipuler. C'est agréable, c'est satisfaisant. Sinon, ce que j'apprécie beaucoup dans le jeu, laissez-moi récupérer quelque chose ici. J'ai besoin du livret de règles. Le livret de règles est assez bien complet. Il y a un index à la fin avec toutes les informations qu'on peut avoir besoin. Une petite FAQ, une foire aux questions, qui peut nous aider à répondre à certains de nos questionnements. C'est assez... il y a certains points dans le livret de règles qui sont un peu ambigus, mais généralement, c'est bien fait. Mais ce dont je vais vous parler, ce sont les variantes. Il y a pas moins de 9 variantes qu'il est possible d'ajouter ou de modifier dans ce jeu. Alors, il y a entre autres les pouvoirs de personnages. Moi, c'est une variante. Peut-être qu'à la première partie, on pourrait décider de ne pas les utiliser. Moi, je les utilise à chaque partie. Ça ajoute vraiment une petite saveur, quelque chose d'asymétrique à chaque joueur. Un pouvoir dans la phase de deck building, un pouvoir dans la phase de tournoi qui sont vraiment très puissants. Tous les personnages ont des pouvoirs très intéressants. On se jalouse les uns les autres. Alors ça, à mes yeux, c'est très important de l'intégrer dans chaque partie. Il y a la possibilité aussi de jouer avec des tours. Donc, plutôt que tout le monde fait tout en même temps, de façon simultanée avec un chronomètre, on y va par tour, les uns après les autres. Alors, il y a quelques nouvelles petites règles qui viennent se greffer à ce mode de jeu. Il y a le mode duel. Si on joue l'un contre l'autre à 2 joueurs, eh bien, il y aurait la possibilité, plutôt que de compter les points de réputation d'un tournoi à l'autre, on fait un 2 de 3. Alors, c'est-à-dire qu'on regarde qui a marqué le plus de points de réputation lors du premier tournoi, lors du deuxième. Si on en a chacun un, ben c'est 1 à 1. Alors, on ne compte pas les points de victoire associés à qui a gagné le premier tournoi, qui a gagné le deuxième. On fait simplement un 2 de 3. Le premier qui remporte 2 tournois remporte la partie. Il y a les accessoires Millennium. Alors moi, je les avais intégrés justement dans la partie des règles. C'était l'un des paquets de promos, de cartes promotionnelles que j'ai décidé d'ajouter. Ce sont des accessoires qui sont surpuissants, qui sont incroyablement forts, mais c'est une variante donc de les jouer parce que ça ajoute certains petits points de règles qui sont différents des accessoires ordinaires. Il y a aussi un mode de draft. Alors, lors de la phase de distribution des 6 cartes au début des phases de deck building, il y a un petit aspect de hasard, c'est certain. Peut-être qu'on va récupérer toutes des cartes de base, puis le joueur à notre gauche va récupérer toutes les cartes de Masters ou quelque chose comme ça. Alors, il y aurait possibilité de faire un draft pour distribuer ces cartes-là équitablement. Il y a aussi la possibilité d'avoir des cartes pro. Alors ça, ce sont des cartes qui sont propres à chaque personnage. On a ces cartes-là à côté de nous. Lorsqu'on termine un tournoi, le vainqueur du tournoi, celui qui a terminé en première place, doit donner une carte de son paquet à tous les joueurs qu'ils vont pouvoir maintenant intégrer dans leur paquet s'ils le désirent. Et finalement, il y a d'autres petites variantes aussi. Là, je pense que j'en ai oublié une ou deux. Mais celle qui est super intéressante, ce sont les duels dans des lieux exotiques. Alors, lors de la mise en place, on peut aléatoirement sélectionner un. On peut le choisir d'un commun accord aussi. C'est comme si on jouait à Millennium Blades, mais dans un contexte particulier, comme par exemple au cœur d'un volcan.
pourquoi pas? Alors, tout dépendant du lieu qu'on va sélectionner, il y a un paquet de nouvelles règles, de nouvelles restrictions, des nouvelles contraintes qui vont arriver en ligne de compte. Pourquoi pas faire un duel à dos d'autruche, à la caisse d'un supermarché ou dans l'espace, in space. Alors, il y en a tout plein. C'est une possibilité. Comme si le jeu n'avait pas déjà assez de rejouabilité, on vous en offre davantage par-dessus le marché. C'est un jeu qui est assez long, on ne se le cachera pas, surtout la première partie lorsqu'on doit tout expliquer. Bon, grosso modo, ça se comprend assez bien. C'est plutôt de comprendre d'abord la phase de deck building, ensuite la phase de tournoi, qu'est-ce qu'on fait entre les deux. Alors, c'est un jeu qui demande quand même un bon investissement mental parce que on peut facilement, ça me fait penser un petit peu à Terraforming Mars, mais ici c'est beaucoup pire. On voit beaucoup de cartes passer, on les connaît pas toutes et on sait pas qu'est-ce qui serait bon, qu'est-ce qu'on devrait garder ou qu'est-ce qu'on devrait laisser aller. Il faut faire des choix, il faut les faire rapidement parce qu'on a un chronomètre qui est là qui nous met de la pression. Alors ça peut devenir un peu overwhelming, ça peut devenir une surcharge mentale et pour certains, ben ça peut être un stress qui est pas nécessaire et ça peut avantager justement un joueur qui connaît déjà bien le jeu, qui a quelques parties à son actif, qui connaît bien les cartes, leurs habiletés, qu'est-ce qui irait bien ensemble, alors que quelqu'un qui en est à sa première partie, qui découvre les habiletés, les cartes, il n'a aucune idée de ce qu'il fait, il jette une carte, peut-être qu'il devrait la garder. C'est beaucoup d'informations pour un nouveau joueur, mais c'est un jeu qui est assez long aussi, on ne se le cachera pas. Joe et David, le professeur Board Game avec qui j'ai joué, disaient c'est super intéressant, c'est super rafraîchissant, c'est nouveau, c'est intéressant, c'est le fun, mais mets-moi ça dans une partie de 1h30, puis je vais trouver ça plus intéressant parce que là, on s'embarque dans quelque chose de un peu plus que 2 heures là, quand même avec la résolution de chacune des phases de deck building, de tournoi. C'est assez long et là, justement, on ajoute plusieurs dizaines de minutes d'explication aussi pour expliquer toutes les actions, les contraintes, les cas spéciaux, les exceptions. Alors dans cette vidéo, ben, j'ai essayé de donner le plus d'informations possible, mais sans entrer trop dans les détails sempiternels et interminables, mais lorsqu'on fait la vraie explication du jeu, ben, on veut tout de suite expliquer les habiletés pour pas qu'en cours de partie, quelqu'un fasse « Arrêtez le chronomètre, je comprends pas cette action-là ou cette habileté-là », puis que là, vous comprenez, c'est désagréable. Alors, voilà pour Millennium Blades. Moi, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Mon passé de joueur de Magic ressort, même si le jeu ne nous rappelle pas vraiment un gameplay à la Magic de Gathering, mais c'est une espèce de feeling de je dois récupérer des cartes, les mettre ensemble, et essayer de faire quelque chose qui fonctionne bien. Tout ça ensemble. Alors ça, c'est très intéressant. C'est vraiment un jeu dans un jeu. C'est quelque chose d'assez nouveau, de rafraîchissant, comme je le disais. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mais en fait, c'est vous qui me l'aviez demandé dans les commentaires de ma vidéo Quoi de neuf du mois d'avril. Alors j'espère que vous êtes satisfait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.